Bien, alors bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans la section 6 des sciences de la vie de l'Académie d'agriculture. Dans le cadre de nos séminaires à la frontière des connaissances, nous accueillons Mathieu Barré de l'INRAE pour nous parler des interactions entre micro-organismes et leurs hôtes. Peut-on protéger les plantes en contrôlant leur microflore? Et c'est notre consoeur Mylène Durand-Tardif qui va en faire une présentation plus approfondie. Merci Agnès. Oui, merci Mathieu aussi d'avoir accepté de nous parler de tes travaux. Mathieu Barret a obtenu sa thèse en 2009 à l'Agrocampus Ouest et il s'est tout de suite intéressé aux interactions entre populations de micro-organismes, en particulier au sein de la rhizosphère. Par exemple, entre des champignons phytopathogènes et des bactéries utilisées en biocontrôle. Ensuite, il a effectué un stage en Irlande à l'université de Cork. Et puis, il a été recruté en 2012 à l'Institut de recherche en horticulture et semences, où il dirige maintenant l'équipe Emersis pour émergence systématique et écologie des bactéries associées aux plantes. Il est aussi coordinateur scientifique d'un projet lauréat du programme prioritaire de recherche Cultiver et protéger autrement, le programme Succide, qui vise à identifier et évaluer des solutions innovantes pour la protection des semences. Alors, j'espère que nous pourrons discuter de l'état des connaissances, en quoi ces connaissances sont porteuses de promesses et aussi quelles en sont les limites. À toi, Mathieu. Bon, merci Mylène, bonjour à toutes et à tous. Et puis donc je tenais tout d'abord à vous remercier pour cette invitation, donc pour l'opportunité là, de présenter nos travaux de recherche, donc au sein de la section La science de la vie. Et puis je tenais également à vous prier de bien vouloir m'excuser. Là, j'ai malheureusement pas pu faire le déplacement là, il y a une petite contrainte cet après-midi. Je peux peut-être, enfin si vous voulez, je peux simplement rapidement présenter, si vous voulez. Je travaille au sein de l'IRHS, donc l'Institut de recherche horticulture et semences. Donc, c'est une unité mixte de recherche sous les tutelles donc, de INRAE, Université d'Angers et Institut Agro, maintenant, anciennement Agrocampus. Et dans cette unité, il y a deux domaines principaux de recherche, comme vous pouvez vous en douter d'après le titre, les plantes d'intérêt horticole et puis une thématique autour des semences, avec des personnes qui travaillent sur la biologie, physiologie des graines, et puis également des équipes plutôt de phytopathologistes historiquement, dont je fais partie, donc qui s'intéressent à la transmission des micro-organismes à et par... Ah, c'est bon, j'ai mon partage, super. À et par la semence. Hop. Oui, C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Donc là, je vais me mettre en plein écran si c'est possible. C'est bon. c'est parfait, Est-ce- merci. Merci beaucoup. Vous voyez mon support, c'est bon? Est-ce que c'est bien Oui, en nous voyons parfaitement. écran? Alors, je vais Merci. juste mettre une dernière chose. Je vais mettre un pointeur. Hop. Voilà. Oui, historiquement, j'ai rejoint une équipe qui s'intéresse donc à la transmission des bactéries à et par la semence. Et puis, il y en a également des collègues qui sont plutôt mycologues et donc qui travaillent également sur cette thématique, donc avec cette fois-ci des champignons. Donc, le titre, donc, ce sera plutôt sur la perspective finale, parce qu'en fait, j'aurais pas vraiment la réponse, bien entendu, à cette question. Est-ce qu'on peut vraiment protéger les plantes en contrôlant leur microbiote? Et donc, du coup, j'ai quand même rajouté microbiote des graines, puisqu'en fait, c'est quand même vraiment notre modèle d'étude, et j'aurais pas le temps de vous faire une revue de synthèse de l'ensemble des travaux qui existent au niveau international là, dans le domaine. Mais donc, du coup, j'ai décidé de focaliser sur le microbiote des graines. Euh, mais donc, quand même, hop là, avant de commencer au microbiote des graines, donc vous savez que les plantes hébergent des cortèges de micro-organismes très diversifiés, que on retrouve donc ces communautés de micro-organismes dans tous les différents compartiments de la plante, que ce soit dans des compartiments aériens ou dans des compartiments souterrains, et qu'il y a un certain nombre de ces communautés, en modulant la composition de ces communautés, on peut
sont corrélées, ces modifications de communauté sont corrélées à des modifications du phénotype de l'hôte. Donc ça peut être des modifications de la biomasse, des cinétiques de floraison plus ou moins précoces. Et puis peut-être ce qui nous intéresse un peu plus, enfin qui nous intéresse en tout cas là pour aujourd'hui, c'est pour moduler un certain nombre de contraintes abiotiques et biotiques, donc comme par exemple des stress hydriques ou de la tolérance, résistance à un certain nombre de bioagresseurs. Et donc, il y a énormément de pathosystèmes qui rentrent dans ce cas, mais peut-être un des plus emblématiques, en tout cas un des plus historiques, c'est par exemple les sols suppressifs avec, par exemple, le déclin, les sols qu'on observe du déclin sur le piétin échaudage, par exemple. D'accord, donc fort de ces caractéristiques, il y a de nombreuses équipes de recherche qui s'intéressent finalement à l'assemblage de ces communautés de micro-organismes, comment en fait ces communautés de micro-organismes vont s'assembler au cours du cycle de développement de la plante. Et ce que l'on peut dire, c'est que la transmission de ce microbiote, elle est majoritairement horizontale, donc à savoir c'est l'acquisition de taxons microbiens qui sont présents dans des sources d'inoculum telles que le sol, l'atmosphère, et ainsi de suite. Mais toutefois, il y a quand même une petite part, mais qui est tout de même significative, de transmission dite verticale, donc c'est-à-dire d'une génération de plantes à une autre. Et donc, il y a deux modes principaux de transmission, soit clonale, donc là j'ai pris comme exemple des stolons, par exemple, une étude de 2018 de Nathan Vanier, ou sexuée, et donc là par les graines. Et donc, si on fait encore un petit pas quand même en arrière, avant de s'intéresser vraiment à l'ensemble des micro-organismes associés donc au microbiote, finalement, la transmission à et par les graines, c'est absolument pas une thématique récente. Puisqu'en fait, alors ça c'est ce que j'ai retrouvé, mais il y a probablement des ouvrages encore peut-être plus anciens, mais en tout cas, il y a en 1775 déjà des premiers travaux donc sur la carie du blé menés par Tillet, donc qui on observe déjà donc de la transmission, donc là en l'occurrence de champignons phytopathogènes par les graines. Et puis plus récemment, là il y a eu une étude assez exhaustive qui a été coordonnée par l'International Seed Testing Association et qui a donc été réalisée par Nicolas Denancé, Valérie Grimaud là au GVS. Donc sur 11 espèces d'intérêt agronomique, ils ont recensé l'ensemble des agents phytopathogènes qu'on pouvait retrouver associés au lot de semences. Et en fait, ça représente donc pas loin de 300 agents phytopathogènes et un peu moins de la moitié sont transmis de manière efficace aux plantules. Donc on voit qu'on a quand même une grande diversité d'agents phytopathogènes qui utilisent la graine comme vecteur de dissémination. Mais bien entendu, cette propriété utiliser la graine comme source de dispersion ou de dissémination n'est pas réservée qu'aux agents phytopathogènes. Et donc, depuis mon arrivée donc, en 2012 dans l'équipe, c'est ce qu'on a essayé de démontrer donc, à travers des inventaires de diversité donc, de micro-organismes, donc, en ciblant plus particulièrement des bactéries et des champignons, notamment plutôt des champignons filamenteux. Donc en fait, c'est ce qu'on utilise comme approche, c'est des approches assez classiques de séquençage à haut débit pour ensuite aller inférer, estimer des diversités de communautés. Et donc classiquement, on utilise ce qu'on appelle des marqueurs moléculaires, mais en gros des portions de gènes qui sont très conservés au sein des classes de micro-organismes que l'on veut cibler, donc le gène codant l'ARN R16S pour les bactéries, et puis des régions qui sont situées donc, entre différents gènes, donc des ITS, entre donc, le 18S et le 5.8S. Et donc du coup, là, ce que je vous propose, c'est simplement, je ne vais pas détailler toutes les études qu'on en a réalisées, on en a réalisé un certain nombre, mais donc du coup, il y a ma collègue donc Marie Simonin qui travaille également dans l'équipe, qui est chargée de recherche dans l'équipe. Elle a fait une méta-analyse de l'ensemble de nos données et de données de collègues qui avaient été obtenues de par le monde. Donc ça regroupe 63 études, pas loin, plus de 3000 échantillons, une cinquantaine d'espèces, et ça provient de 28 pays.
Et ce que l'on peut, en résumé, on peut dire, c'est que donc, sur l'ensemble des échantillons, donc les plus de 3000 échantillons de semences, on a réussi à détecter plus de 8000 taxons bactériens, ça couvre 23 phyla, pardon, et puis 2000 taxons fongiques, donc qui recouvrent, il me semble, 5 phyla. L'autre donnée, un petit peu, c'est que en médiane, en nombre donc j'utilise, excusez-moi, je vais utiliser dans le reste de ma présentation le terme taxon pour bien faire attention de ne pas utiliser le terme espèce, puisqu'encore une fois, on fait de l'inférence de diversité, en l'occurrence ici bactérienne et fongique, sur la base de variants de séquences, donc amplicon sequence variant. Donc en fait, c'est à chaque fois qu'on obtient une séquence dite unique sur la portion du gène qu'on a donc séquencée, on, on- on- on va utiliser donc chaque séquence qui va être distincte, chaque allèle finalement représente donc un taxon différent. Et puis après, on fait de l'affiliation de ces séquences à l'aide de bases de données pour estimer donc du coup les proportions des différentes rangs taxonomiques que l'on cible. Donc, on a environ donc, une centaine de taxons bactériens et fongiques par lot de semences, avec environ 50% de bactéries, 50% de champignons. Toutefois, ça peut être très variable en fonction de l'espèce végétale considérée et effectivement également en fonction de la zone de production. On peut aller de 10 taxons jusqu'à 1000 taxons par lot de semences. Donc il y a une composition qui est assez spécifique en fonction de l'espèce végétale considérée. Bon, ça on peut assez facilement le concevoir. Par exemple, sur des graines très hydratées, on va avoir une diversité plus importante que sur des graines plutôt très sèches. Donc par exemple, je sais pas, sur des grains de tomates, on va avoir un peu plus de diversité que sur des graines de haricots, par exemple, communs. Et puis, la donnée qui est quand même assez intéressante, c'est que donc là, il y avait une cinquantaine d'espèces de répertoriées, 50 espèces végétales de répertoriées dans cette méta-analyse donc de Marie Simonin. Et ce que l'on a pu observer, c'est que très très vite, finalement, on s'est demandé, est-ce qu'on a des taxons qui sont vraiment très adaptés aux graines de ces différentes espèces végétales? Est-ce qu'on peut trouver des taxons très conservés, donc au sein de différentes espèces, ou plutôt accessoires? Et en fait, la réponse est que on a très peu de taxons très conservés, puisque si on considère les taxons qu'on retrouve au moins dans 20 espèces, il n'y a que 13 fameux ASV, donc 13 taxons, donc vous voyez sur les 8000, qui sont retrouvés systématiquement dans 20 espèces, et 16 ITS, donc ça c'est pour les taxons fongiques, qu'on retrouve au sein des 2000 taxons identifiés. Donc des taxons, finalement une diversité très importante, avec pas forcément de taxons très conservés, et pas de spécificité, en tout cas sur l'habitat graine, plutôt des spécificités par type d'espèce végétale. Et donc l'autre donnée que je voulais partager, donc finalement quand on fait ces études de diversité, systématiquement on travaille sur des lots de semences. Donc ça c'est pour des raisons historiques qui sont liées plutôt à des approches de phytopathologie, où il fallait pouvoir détecter de manière reproductible et avec un seuil de détection acceptable, les agents phytopathogènes que l'on ciblait. Donc du coup on travaille sur des lots, mais bien entendu en travaillant sur des lots, on va avoir une tendance potentiellement à surestimer la diversité associée à chaque graine. Et donc du coup, ce qu'on a voulu faire lors d'un travail de thèse donc, de Guillaume Chénaud, c'est étudier la composition de chaque graine au sein d'une même plante porte-graine. Et donc, ce qu'a fait Guillaume, c'est que il a échantillonné donc sur différentes plantes sur la même parcelle expérimentale. Donc, quand les graines arrivaient à maturité, il a récolté ces graines de manière la plus aseptique possible, donc sous un laminaire. Et puis, on a estimé la diversité par des approches de séquençage que je vous ai présentées précédemment de chaque communauté associée à chaque graine. Et donc pour estimer que finalement c'est sur ce graphique ici qu'on avait une dizaine donc, de séquences de taxons différentes par graine analysée, avec une variation entre je sais 2 ou 3 jusqu'à une quarantaine de taxons par graine. Mais ce qui était assez peut-être
en tout cas nous, ce qu'on n'attendait pas forcément, c'est qu'on avait donc ces courbes-là qu'on appelle de rang abondance. Donc là, systématiquement, vous avez pour chaque communauté, ça c'est le taxon le plus abondant, le second plus abondant, le troisième, le quatrième, ainsi de suite. Et donc chaque point représente donc une communauté, et donc ce que vous pouvez, et sur l'axe des ordonnées, vous avez l'abondance relative en termes de séquences. Et donc, ce que l'on peut voir, c'est qu'en moyenne, on obtient le taxon qui est abondant, qui est donc rang 1 au sein de chacun de ces communautés. Il représente environ 75% des séquences. Donc, ça veut dire qu'il est très dominant, très abondant au sein de ces communautés. Et ensuite, on arrive tout de suite plutôt dans une queue de distribution. Et ce qui est assez remarquable, c'est que par contre, l'identité de ce taxon, c'est représenté par cet arbre phylogénétique, va varier. Je m'excuse, j'ai oublié de mettre la légende ici, là sur la droite. Donc c'est colorié par les familles bactériennes. Et donc en fait, on avait 12 familles bactériennes distinctes au sein d'une même plante, hein, donc sur des graines matures, et avec donc des taxons dominants dont l'identité varie. Et donc ça pose quand même des questions quant au mécanisme finalement d'acquisition de cette action du porte-graine à la graine, puisque on peut avoir au sein d'un même fruit, donc d'une même gousse, deux communautés avec deux taxons dominants très différents. Donc ça pose des questions quant à la temporalité et de l'arrivée finalement de ces taxons au sein de la graine en développement. Donc, deux possibilités, soit on a une source d'inoculum qui est importante au démarrage lorsqu'on a le développement de la graine, et donc ensuite il y aurait une sélection aléatoire de chacun de ces taxons, puisque chacun de ces taxons pourrait être neutre en termes de développement démographique pour se développer au sein de cet habitat. Donc ça c'est vraiment la théorie de la neutralité, c'est-à-dire qu'en fait ça pourrait être résumé comme première arrivée finalement au sein de la graine, premier servi, et donc ce sera le taxon qui se développera majoritairement au sein de notre communauté. Ou l'hypothèse alternative, c'est que finalement l'ensemble de ces taxons, ils ont indépendamment de leur ordre d'arrivée, ils sont potentiellement des déterminants génétiques qui leur permettent d'être sélectionnés lors du développement de la graine. Et donc, c'est ce qu'on a voulu essayer d'estimer, toujours avec ces approches de séquençage, et en utilisant donc des modèles issus de la théorie de la neutralité en écologie. Donc, la faute de temps, je ne vais pas pouvoir beaucoup vous détailler là, le cadre conceptuel de ce modèle, mais très très brièvement, très simplement. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on prend l'ensemble des séquences de la diversité que l'on observe, et donc on peut calculer une diversité phylogénétique de ces taxons. Et donc, connaissant une richesse spécifique, donc un nombre d'individus moyen par graine, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut donc reconstruire en modélisant des communautés, par exemple, fixées à n égale 10 espèces. Et donc, comme on a l'ensemble de la diversité microbienne, on peut donc générer des communautés de manière aléatoire, hein. On fait 1000 simulations comme ça. Et ensuite, ce qu'on regarde, c'est nos communautés observées. Est-ce qu'elles vont être significativement différentes de nos communautés qu'on a réassemblées de manière complètement aléatoire, modélisées d'un point de vue aléatoire? Si ça l'est au-delà d'un certain seuil, si si nos communautés observées sont moins différentes d'un point de vue phylogénétique que celles qu'on a obtenues finalement par chance, on va se dire que c'est potentiellement des processus sélectifs qui sont impliqués dans l'assemblage de ces communautés. Et donc, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'aux différents stades de maturation de la graine, donc là vous avez lors du remplissage du grain jusqu'aux phases de maturation pour le haricot, en fait la sélection était très très importante tout au long du développement de la graine du haricot. Si on fait la même type d'étude, cette fois-ci sur des communautés qui sont associées aux graines de radis à différents stades, on s'aperçoit là qu'au stade précoce de remplissage de grains, on a effectivement un effet important de la sélection lors de ces phases-là. Mais après, on a d'autres processus qui se mettent en œuvre, notamment de la dérive écologique. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça nous permet de dire, en tout cas sur le haricot, que ce qu'on a observé précédemment, potentiellement les taxons dominants, ils ont des déterminants génétiques qui sont potentiellement impliqués dans leur adaptation à l'habitat graine. Et donc, du coup, c'est des travaux qui sont en cours au laboratoire, on essaie de déterminer quels sont ces déterminants génétiques. Donc, à l'heure actuelle, on a essentiellement, même exclusivement, travaillé sur
une interaction donc, entre donc, le haricot commun et puis, pour l'instant, une bactérie phytopathogène qui est transmise par les semences, Xanthomonas citripatovar fuscans, qui est responsable de la graisse commune du haricot. Et ce qu'on a fait, c'est des approches de transcriptomique à différents temps de développement de la graine. Toujours pareil, remplissage du grain, début et fin de maturation. Donc là, on a le transcriptome sur la gauche bactérien et sur la droite, le transcriptome de la plante hôte. Et ce qu'on peut mettre en évidence, c'est que la bactérie va mettre en place un certain nombre enfin en tout cas, on observe l'induction de gènes qui sont impliqués notamment dans le système de sécrétion de type 3 et donc un certain nombre d'effecteurs qui vont donc moduler l'immunité de la plante. Et donc en réponse, on observe également un certain nombre de gènes codant des protéines impliquées donc, dans l'immunité, un certain nombre de LR kinases qui vont être dérégulés en réponse. Donc maintenant, ça, c'est un premier je dirais, cas d'étude. Mais bien entendu, dans ce que je vous ai présenté précédemment, on a beaucoup plus de diversité que une bactérie, une plante. Donc, on essaie de transposer ces approches à d'autres membres de bactériens du microbiote. Et donc là, ça fait le cadre d'une thèse qui vient de commencer là en octobre de cette année. On va cibler 5 autres bactéries qu'on retrouve communément dans nos graines de haricots. Donc, j'ai fini avec cette première partie. Je vais faire une seconde partie rapidement sur les voies de transmission. Et puis, la troisième partie de je ne l'ai pas dit en démarrage, je m'excuse, de mon exposé partira vraiment plutôt sur ce que l'on réalise dans le projet Succide, et donc notamment pour essayer donc de proposer des approches pour améliorer les phases d'installation des cultures. Mais donc, avant cette phase de Succide, de présentation de projet, sur ces aspects, donc je voulais juste revenir là-dessus, sur les voies de transmission, parce que ça peut avoir des implications pour des approches d'inoculation ultérieures. Donc, ce qui est important, effectivement, de comprendre, c'est comment ces micro-organismes peuvent se transmettre du porte-graine à la graine. Donc ça, c'est grâce à des travaux, finalement, qui ont été réalisés en phytopathologie, encore une fois. On peut résumer, schématiser en 3 voies principales. Une première voie qui est une transmission interne, hein, via le xylème, le micro-organisme. Et donc là, le micro-organisme va se retrouver majoritairement soit dans les tissus de réserve, soit en surface de l'embryon. En tout cas, pardon, pour ce qui concerne les bactéries et les champignons, pour des virus, on peut bien entendu avoir du transfert au sein de l'embryon. Pour les bactéries et les champignons, en général, ça mène à les graines avortent. On va avoir une transmission également florale. Donc là, cette fois-ci, soit via du pollen, donc, et puis après germination du tube pollinique qui va entraîner les micro-organismes donc, jusqu'aux ovaires, donc pénétration du style. Donc, et puis une voie de transmission qu'on appelle externe, donc ça peut être les colonisation de micro-organismes par les fruits. Donc, par exemple, on a ce type de colonisation assez fréquente chez un certain nombre de champignons phytopathogènes, notamment Alternara brassicola, par exemple. Donc, je vais aller vite parce que je vois que je prends déjà beaucoup de temps. Donc, pour les transmissions, donc, bien entendu, tous ces travaux, c'est d'intérêt, mais on ne va pas pouvoir estimer avec, vous avez vu, il y avait plus de, on va dire, 8000 taxons bactériens, 2000 taxons fongiques, donc on ne peut suivre l'ensemble de ces taxons simultanément. Donc, une approche, qui est encore une fois une estimation, c'est de passer par des approches de séquençage et d'aller estimer l'abondance relative des différents taxons. Donc là, sur ce gradient de couleur, plus vous êtes dans une couleur chaude, plus l'abondance relative de taxons est importante. Et donc là, sur tous les échantillons ici en violet, vous êtes sur des graines, là sur les fruits, et en amont sur des boutons floraux ou des fleurs ouvertes. Et en regardant l'abondance relative, et donc chacune de ces lignes, c'est un taxon différent. Et donc ce que l'on peut observer en tout cas, c'est que dans les graines qu'on a échantillonnées dans les varicots, très peu fréquemment, on retrouve de la co-occurrence entre des séquences retrouvées au sein des graines et sur les fruits ou les fleurs. Donc on en conclut que la voie florale semble être limitée comme source d'acquisition des taxons du microbiote de la graine de haricot. En revanche, si on fait le même type de travail chez le radis, là on peut monter jusqu'à une trentaine de pourcents de taxons qu'on détecte à la fois dans les graines, à la fois dans les fruits ou les gousses.
Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que on a pu également, via une collaboration avec des collègues de l'unité de recherche abeilles et environnement à Avignon, mettre en évidence, pareil, en analysant donc le microbiote qui était issu donc de colonies d'abeilles et donc celui de graines de colza, on a pu mettre en évidence une dizaine de pourcents de taxons qui étaient retrouvés à la fois dans les colonies d'abeilles et dans les graines de colza, ce qui laisse indiquer qu'on a potentiellement de la transmission de bactéries via ces pollinisateurs. Donc, je voulais maintenant passer un tout petit peu de temps sur les perspectives, et donc notamment sur le projet Succide. Mais donc avant, donc, ce qu'on peut voir, c'est que cette voie florale, finalement, eh ben, on peut, en fonction de l'espèce végétale, on va avoir plus ou moins de transmission des membres du microbiote par cette voie florale. Et donc, il y a eu des collègues en Autriche qui ont proposé d'utiliser finalement cette voie florale comme méthode d'inoculation. Donc, on va aller inoculer les pièces florales des plantes d'intérêt avec un mélange de bactéries ou une souche bactérienne qui présente des propriétés potentiellement bénéfiques pour la croissance et la santé des plantes, et de sorte que cette bactérie peut se retrouver ensuite à l'intérieur des tissus de la graine. Donc là, ça fonctionne plutôt très très bien, leur technologie, sur maïs, avec une bactérie qui est Paraburkholderia phytophragans. Et donc, c'est une technique, il me semble même, qui a été brevetée, qui s'appelle Endocide. Donc ça, c'est les conclusions pour cette première partie. Donc, je vous l'ai dit très brièvement, c'est que les graines hébergent des communautés microbiennes très diversifiées. On a un taxon dominant par graine. La sélection, c'est vraiment le processus écologique majeur qui est impliqué dans l'assemblage de ces communautés. Que l'importance relative des voies de transmission va varier en fonction de l'espèce végétale, qu'on soit sur des espèces autogames, allogames. Et puis, donc la question, c'est peut-on moduler la composition du microbiote des graines par l'inoculation des porte-graines? Donc, il semble en tout cas que dans certains cas précis, notamment dans le maïs, ce soit effectivement envisageable, à voir si on peut transposer ça ensuite sur d'autres espèces végétales. Donc pour terminer mon exposé, donc ce que je voulais présenter très brièvement, donc c'est le projet Succide, donc qui est effectivement un projet lauréat là, du PPR Cultiver et Protéger Autrement, donc qui a démarré en 2021, qui se terminera fin 2026. Ça regroupe 16 partenaires et on travaille sur 4 espèces végétales distinctes: colza, haricots, tomates et blé. Et il y a deux objectifs sur ce projet, hein. Donc c'est de proposer des solutions innovantes pour, limiter la transmission des agents phytopathogènes à et par la semence, et un second objectif qui est de favoriser l'installation des cultures, enfin, ou du moins diminuer l'incidence des stress biotiques lors de les phases de levée, et donc de diminuer les fonds de semis. Et donc on travaille, donc, comme je vous l'ai dit, sur 4 espèces végétales, et là je vous ai juste les différents agents phytopathogènes que l'on cible dans le système, donc Fusarium, Clavibacter, Fusarium pour le blé, Clavibacter michiganensis, Pythium pour la tomate, Xanthomonas citrifuscans, Pythium pour le haricot, et Alterna brassicola et Rhizoctonia solani pour le colza. Donc, il y a 3 leviers d'action dans le projet. Je vais rester sur le levier microbiote. Les 2 autres sont plutôt en lien avec l'immunité de la plante, ou jouer sur les teneurs en métabolites dits spécialisés lors de la germination. Mais donc, pour le second levier du projet, donc, qui est le microbiote des graines, en fait, l'idée, c'est de se dire que va y avoir une compétition assez forte pour l'accès aux ressources et pour l'espace lors des phases donc, de germination et de levée des plantules. Et donc, est-ce qu'on peut construire des communautés qui vont permettre à la plante de résister à l'invasion par des agents phytopathogènes qui seraient notamment, par exemple, telluriques? Donc, pour ce faire, ce que l'on fait, c'est qu'on a un certain nombre de génotypes par espèce végétale ciblés. On a donc déjà analysé la composition de leur microbiote. On a également fait un gros travail, là, ce qui nous a pris quand même beaucoup de temps, d'isolement systématique de bactéries et de champignons filamenteux à partir de ces graines, pour avoir une représentation assez forte en tout cas d'avoir des collections de cultures le plus exhaustives possible. Et donc là, on en est sur une phase depuis un an d'inoculation, donc d'assemblage de consortia de micro-organismes au sein des graines. Et donc ensuite, on va déjà valider est-ce qu'on arrive bien à les transmettre au stade précoce de développement de la plante, à savoir les plantules. Et puis ensuite, dans un second temps, est-ce que ces ces communautés de micro-organismes permettent de résister à l'invasion par les agents phytopathogènes, donc notamment qui causent des fonds de semis. Donc,
très très brièvement, oui, donc ça je vous l'ai dit déjà en introduction, l'ensemble des micro-organismes qu'on retrouve sur les graines ne vont pas se transmettre à la plantule, ça dépend des systèmes, ça dépend des études, mais on peut aller de 1% pour le haricot jusqu'à 15% pour le colza, là, d'après les données expérimentales. Et donc l'idée c'est, est-ce qu'on peut optimiser cela en faisant une inoculation post-récolte de communautés, donc SYNCOM c'est pour communauté synthétique, mais c'est un assemblage de micro-organismes, on va aller inoculer sur nos graines, est-ce qu'on peut augmenter finalement ce taux de transmission? Donc là, c'est ce qu'on a réalisé là, sur les différentes espèces végétales. Je vais vous présenter simplement sur le haricot aujourd'hui. Donc on a une collection sur haricot qui représente plus de 1200 souches bactériennes et 250 isolats fongiques. Ça représente environ 73% de la diversité observée par les approches de séquençage. Donc on a plutôt une bonne diversité en termes de membres cultivables du microbiote. Et donc, on prépare ensuite des inoculums de différents types de communautés, avec des gradients de richesse distincts, des gradients des diversités phylogénétiques ou de la redondance fonctionnelle, qu'on inocule donc sur nos graines. Et puis, donc, 7 jours post-imbibition, on récolte donc là ce qu'on appelle des plantules donc de haricots, qui sont on récolte ça dans des godets avec un substrat, du terreau en fait, en termes de substrat. Et donc ensuite, ce qu'on regarde, c'est l'abondance de notre inoculum initial, hein, donc de ce qui était ici, l'abondance qu'on retrouve relative de chacun de nos membres de notre communauté dans les graines, et puis ce qu'on retrouve dans les plantules. Et ça nous permet d'estimer le pourcentage de transmission de nos membres de nos communautés qu'on a inoculés à la plantule. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que donc là, ça c'est des travaux de thèse de Gontran-Arnaud qui sont en cours, mais avec ces méthodes d'inoculation sur les graines, donc là, ce que je peux vous présenter ici, donc là, vous avez les différents types de communautés, là, dont des numéros, c'est les gradients de richesse, mais peu importe, et un contrôle non inoculé, donc on regarde ce qu'on a sur le low contrôle au départ, et on s'observe qu'on a à peine 1 ou 2% de taxons qu'on trouve sur les graines, qu'on retrouve sur les plantules. Et quand on inocule nos communautés synthétiques, en fait, pour la majorité d'entre elles, on revient à 80% de taxons qu'on avait inoculés au départ sur nos graines qu'on retrouve dans nos plantules. Donc ça, c'est plutôt encourageant, dans le sens où on arrive à moduler finalement assez fortement la composition du microbiote des plantules. Et donc, du coup, je vais passer assez vite là-dessus, mais on peut regarder quels sont les membres de nos communautés qui se transmettent très bien ou plutôt mal, hein, en faisant des approches corrélatives. Mais peut-être de façon plus intéressante, on peut dépasser du coup ces approches corrélatives avec ces SYNCOM et observer, par exemple, quel est l'impact de ces membres de ce microbiote sur un certain nombre de phénotypes de la plante. Donc là, par exemple, on regardait la modulation du taux de levée avec les différentes SYNCOM. Donc là, il y avait 42 communautés synthétiques différentes. Et on s'aperçoit qu'il y a des SYNCOM qui ont plutôt des effets bénéfiques ou du moins neutres sur la levée de la plante, et certaines qui sont vraiment qui ont un impact plutôt délétère. Là, vous avez des différents phénotypes qu'on peut observer. Et donc ça, du coup, ça nous permet après de revenir dans les membres de ces SYNCOM et d'aller étudier, plutôt les éliminer, hein, pas les utiliser dans notre source d'inoculum futur. Donc, très brièvement, j'ai deux diapos pour conclure. Donc, la première, c'est finalement, là, ce que je vous montre, c'est sur des phénotypes très précoces, hein, 7 jours post-inoculation. Donc là, on a un suivi temporel sur un cycle de culture, de la graine à la graine. Je n'ai pas encore les données disponibles, mais en fait, on a essayé de rechercher donc, nos communautés, les membres de nos communautés synthétiques à différents stades de développement de la plante, et dans différents compartiments. Et puis, ce qui est vraiment là, ce qui va vraiment nous occuper sur les 3 prochaines années, c'est maintenant qu'on arrive à inoculer nos communautés synthétiques sur les graines, et en tout cas à moduler la composition sur les plantules. L'idée, c'est d'aller ici, là, et est-ce qu'on peut donc du coup utiliser des designs de communautés pour limiter l'invasion par des champignons pathogènes. Et donc, dans un premier temps, on travaille simplement sur des compétitions pour les ressources. Donc, on peut prédire cela par des données de génomique. Donc, on a la séquence des génomes d'un certain nombre de membres de nos collections de micro-organismes, et également nos agents phytopathogènes. Et donc, on peut se dire qu'en maximisant le recouvrement métabolique entre les membres de ces communautés, on va potentiellement pouvoir bloquer l'arrivée de l'agent phytopathogène, puisqu'en fait, il n'aura pas accès aux ressources relarguées, notamment lors de la germination. Donc ça, c'est une preuve de concept qu'il va falloir que l'on teste maintenant que notre système est en place. Et donc, j'espère pouvoir vous présenter ça lors d'une prochaine occasion. Et donc, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai un peu explosé le temps. Je m'en excuse. Et je voulais simplement remercier les personnes qui ont travaillé, qui ont réalisé ce travail. Donc, Marie Simonin, Guillaume Chénaud, Jérôme Verdier, donc
un collègue avec qui on collabore, là, qui est plutôt sur l'aspect biologie de la graine, Ahmed Darras, Gontran Arnaud, et puis l'ensemble des membres de l'équipe Emersis, et puis bien entendu le programme Cultiver, Protéger Autrement, et puis le projet Succide. Voilà, je vous remercie de votre attention. Eh bien, bon après-midi et à bientôt.